Ça, c'est un petit film que ma sœur, qui s'appelle Judith Dupasquier, qui est réalisatrice de documentaires, a fait. En fait, ça fait partie d'un film plus grand qu'elle a fait, mais elle a fait un petit montage où elle a mis ensemble des images qui ont été faites à l'atelier et qu'on a décidé de vous montrer ce soir un peu en introduction, parce qu'en fait, on comprend un petit peu comment le travail d'une certaine partie de ma carrière, qui est la partie principale, naît, c'est-à-dire je construis des modèles que je représente de manière assez réaliste, vous allez voir. Je construis des modèles abstraits avec des morceaux de bois, des choses que j'ai dans l'atelier. Voilà, le modèle est prêt. Après quoi, je prends un petit carton à l'intérieur duquel est découpé un carré et je cadre la partie du set que je veux représenter sur le tableau. Dans ce cas, c'est la construction tout entière. Mais disons que le petit carré coupé dans le carton m'aide à comprendre où mettre les éléments sur la toile. C'est une technique vieille comme le monde, qu'utilisent aussi les photographes d'ailleurs. C'est un conseil pour les jeunes artistes aussi. Donc là, je commence à mettre en place les lignes principales, à avoir donc le dessin qui va apparaître sur la toile, exactement comme il sera au final. Tu as un format de cadre particulier, c'est-à-dire que tu utilises des dimensions formatées ou tu changes à chaque fois? Je ne change pas très souvent, non, en fait. La plupart de mes toiles sont 1 mètre par 1 mètre ou 1 mètre par 1 mètre 50 ou 1 mètre par 50 cm. Et ça, c'est dû au fait que pendant longtemps, j'ai travaillé avec un marchand chinois auquel j'envoyais très régulièrement des peintures. Et il fallait passer par l'Académie de Brera pour faire les tampons avant d'envoyer les œuvres à l'étranger. Et donc, il fallait que tout tienne dans un taxi. Et la dimension principale, c'était 100 par 150. Donc, en fait, je me suis habituée à ce format. Et en fait, c'était un bon format. Non, mais c'était des voitures un peu plus grandes. Bon, c'était les années 90, mais il y avait quand même déjà des voitures suffisamment grandes pour mettre des peintures de cette dimension. Des contextes. Oui, donc là, il y a un peu de tableaux différents, parce qu'en fait, ma sœur voulait filmer aussi des peintures un peu autres que celles que j'étais en train de peindre. Donc, elle m'avait demandé de mettre d'autres tableaux au mur. Donc, voilà, donc ça vous donne l'occasion de voir quelques peintures qui représentent donc toujours des constructions. Et par exemple, la grise et l'autre, ce sont des choses qui sont des peintures qui sont faites en hiver, donc avec la lumière électrique, ce qui veut dire une lumière projetée sur l'objet qui crée une ombre forte contre le mur. Et donc, ça m'a permis de faire toute une série de peintures où les ombres sont très importantes. Et dans la peinture, évidemment, les ombres et les objets tridimensionnels ont la même valeur parce que tout est plat. Bien évidemment. Évidemment. Alors là, voilà, là vous voyez le travail, comment on dit, manuel. C'est une jolie réponse haute définition par rapport au de rôle qu'il y a là-bas. C'est de la peinture à l'huile. Et les toiles, je les achète déjà préparées. Au contraire de ce que font d'autres collègues à moi qui tiennent à toujours monter eux-mêmes les toiles, etc. Moi, pas spécialement.
Alors en bas dans la cour, il y a des chiens qui aboient souvent. Vous les entendez là. Ah non, pardon, j'habite à Milan, en Italie. Vous plaisantez ici, par rapport aux chiens, ici on en entend beaucoup. Donc, comme vous voyez, quand même, je regarde très attentivement mon modèle et je le réplique le plus précisément possible. Mais pas avec des photos. En regardant ce que j'ai devant moi, ce qui donne une dimension différente aussi, parce qu'évidemment la tête, les yeux bougent autour de l'objet, et donc c'est pas une vision photographique. Voilà. Anarchique aujourd'hui, des talks, mais je vais faire. Bon là, le tableau est repris un peu comme ça, mais en vérité, là, les lignes sont droites. Hein. Donc il y a toujours un fond que tu décides et que tu... Oui, enfin, en général, le fond, c'est le mur. Comme vous voyez là, le fond, c'est blanc. C'est le mur, c'est l'angle du mur. Mais bon, dans le cas de cette peinture-là, par contre, j'avais voulu que ça soit différent. Et voilà. Bon, stop. Alors, mais comme ça vous a donné un petit aperçu de l'endroit où je travaille. Et maintenant, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs choses différentes qui se sont passées dans cet endroit. Alors, j'ai décidé de commencer ce soir par cette peinture, qui est une peinture à l'encre sur papier qui date de 2006 et qui illustre un peu d'une certaine façon, mais ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. L'art est un jeu entre les gens de toutes les époques, et je trouve que c'est une belle définition qu'a donnée Marcel Duchamp de ce qu'est l'art. Et donc voilà, donc ça c'est une espèce de jeu, ça c'est une espèce d'autoportrait. C'est moi qui suis devant tous les éléments, les choses différentes avec lesquelles je peux jouer d'une manière complètement libre. Alors ça c'est un tableau beaucoup plus ancien, ça c'est un tableau qui date de 88. Et ça, c'est un tableau que j'ai voulu mettre ici parce qu'en vérité, il illustre quelque chose qui, pour moi, continue à être vrai pour la peinture. C'est-à-dire que j'aime que la peinture soit quelque chose qui, d'une certaine manière, attire une idée de beauté. Donc voilà, là, ce sont ces petits oiseaux qui viennent se nourrir de choses délicieuses auprès de cette princesse sur un rocher. Donc voilà, l'art un peu comme une antenne aussi. Et l'art comme un jeu très solitaire, parce qu'en fait, on est très seul quand on travaille, et on est très seul devant les 1000 possibilités les 1000 routes qu'on pourrait prendre par rapport à ce jeu. Je rebondis juste sur la question de la solitude, parce que donc pour préparer cet entretien, je voulais juste en introduction vous indiquer que, évidemment, la raison pour laquelle on invite Nathalie Dupasquier ici ce soir, c'est parce qu'elle expose au 3e étage de la Villa Paloma dans le cadre de l'exposition Collection du Musée National de Monaco, acquise grâce au soutien de UBS, et que nous avons donc acheté 3 œuvres de Nathalie Dupasquier récemment, dont 2 sont présentées dans l'exposition du 3e étage. Néanmoins, notre collaboration avait commencé ailleurs et autrement, puisque c'était, me semble-t-il, Nick Maus qui nous avait soufflé votre nom il y a quelques années lorsque Célia préparait l'exposition Léon Bakst
Designing Dreams, A Celebration of Léon Bakst, une exposition consacrée donc à Léon Bakst, pour lequel vous aviez accepté avec gentillesse de nous laisser réaliser le salon de lecture de la Villa Saubert, dans lequel Sylvia, qui vient d'arriver, nous a gentiment prêté une de vos peintures que nous n'avions pas encore dans les collections, et la possibilité de concevoir un canapé et de présenter également certains de vos objets, puisque, et je reviens donc sur la question de la solitude, vous avez commencé votre carrière dans le design, et notamment avec un groupe et un collectif qui s'appelait Memphis, qui était donc un collectif de designers. Néanmoins, dans une des interviews que j'ai lues de vous, vous parliez de cette solitude-là dans ce groupe, puisqu'en réalité, vous ne voyez pas ce collectif-là comme un groupe d'artistes ou designers entre eux, mais une addition de solitude, ou en tout cas de pratiques singulières additionnées. Peut-être aussi l'occasion rapidement d'aborder cette aventure-là, l'aventure Memphis. Oui. Non, mais maintenant, collectif, c'est vrai, c'est une appellation, disons, récente, parce qu'autrefois, on appelait ça le groupe Memphis. Ouais. Et c'est pas un collectif, effectivement. C'était chacun qui travaillait chez soi, chacun qui avait d'autres activités et qui travaillait chez soi. Et puis, de temps en temps, on se réunissait, on allait manger une pizza, on sortait les dessins et on commençait à penser à ce qu'allait être l'exposition. Mais à partir de choses que chacun réalisait de son côté. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des choses de Memphis, c'est quand même frappant comme il n'y a pas de style en vérité. Chacun, ce sont toutes des choses très très différentes les unes des autres, des gens qui arrivaient d'horizons différents, qui avaient des professions différentes et qui faisaient des choses différentes, qui avaient des âges différents aussi. Et donc pour mémoire, en tout cas pour information, c'était Ettore Sottsass qui était à l'origine de ce groupe-là, de ce collectif. Ettore Sottsass qui était un designer, architecte, très actif dans le mouvement du design radical, qui était aussi un designer industriel qui travaillait pour Olivetti et qui était quelqu'un de très curieux, qui était peut-être avant tout une espèce de poète. Et qui a été quelqu'un qui a eu l'idée de mettre ensemble, alors qu'on lui demandait de préparer une exposition pendant un salon du meuble, il a eu l'idée de dire mais moi ça m'intéresse pas de faire une série de meubles, ce qui m'intéresse c'est d'appeler différentes personnes que je connais et chacun fera quelque chose et ça sera l'exposition. Et en fait c'est ce qu'il a fait. Et avec sa femme Barbara Radice, ils ont rassemblé comme ça un groupe de personnes très hétérogènes, parce qu'il y avait même une personne comme moi qui était totalement inculte et qui avait jamais rien fait de sa vie. Et puis d'autres personnes beaucoup plus connues comme Hans Olay, Narata Isozaki, et puis des gens qui travaillaient avec lui à Milan, comme Michele De Lucchi, George Sowden. Bref, un agglomérat assez hétérogène de gens. Mais c'était très intéressant pour moi, qui justement ne connaissais rien et personne, de rencontrer toutes ces personnes et de me sentir très stimulée aussi par toutes ces rencontres et de me jeter à l'eau sans vergogne. Voilà, mais solitairement quand même. Ça, c'est moi qui allume une cigarette en pensant à ce que je vais bien pouvoir faire. Voilà, et ça c'est l'atelier donc où se passent toutes les choses. Bon, ben, enfin, comme vous avez vu le film, vous avez déjà vu des images de l'atelier. L'atelier qui change de forme très régulièrement, parce qu'évidemment, selon les choses auxquelles je travaille, l'atelier se présente différemment. Ça, c'est une période où je dessinais beaucoup, donc la table est très importante, et puis il y a d'autres moments où la table disparaît. Et puis j'écoute, outre les aboiements des chiens dans la cour, aussi la musique, la poésie qui passe du monde. Je vais vous montrer quelques petites images de dessins de tissus donc, que j'ai commencé à faire vers 1979-80 et qui étaient des dessins de tissus. Milan était une ville de textile où il y avait une industrie de la mode importante. Il y avait énormément d'imprimeurs de tissus dans la région de Milan, autour du lac de Côme. Et donc, tout naturellement, ayant besoin de gagner un peu d'argent et ne sachant trop rien faire, dessiner des tissus au feutre sur des feuilles de papier A4, c'était pas extrêmement difficile. Et donc, j'ai commencé comme ça à dessiner des trucs. Et en fait, beaucoup de mes dessins de cette époque, ce sont des espèces de structures cellulaires comme ça.
Et je pense que mon père était virologiste. Et quand j'étais petite, j'ai regardé beaucoup de photos faites au microscope électronique, de choses qui étaient très... Enfin oui, vous imaginez, des cellules et des choses comme ça. Donc, bizarrement, enfin c'est lui d'ailleurs qui m'avait fait remarquer ça, que ça ressemblait tout à fait à des choses que lui regardait tous les jours dans son microscope. Et effectivement, c'est vrai, ce sont des structures... parce que je pense que même si j'étais intéressée par des tissus que j'avais vus ou des choses comme ça, je pense que j'avais aussi très envie de faire quelque chose que j'avais jamais vu avant, disons, de faire des tissus qui étaient différents de ce que j'avais pu voir à d'autres choses. Voilà. Donc voilà, ça continue là, quelques dessins de tissus ou de choses avec lesquelles on a fait des tissus, des tapis, des laminées plastiques. Ça, c'était avant ou juste après, peut-être, probablement, c'est tes voyages un peu formateurs en Inde, en Afrique, ou l'Afrique, oui, ça, c'est arrivé... c'était bien après. Non, l'Afrique, après, ouais. C'était en 75, 76. Donc, c'est ce qui t'aurait un peu aussi influencé dans les... Je pense que quand on a 18 ans et qu'on quitte sa famille, son pays, etc., et qu'on débarque, dans mon cas, en Afrique, au Gabon en particulier, c'est sûr que c'était une expérience extrêmement forte. Et bien sûr, sur un jeune cerveau encore tout mou, ça laisse des traces. Donc certainement, il y a eu l'Afrique, évidemment. Et l'Afrique aussi dans cette espèce sans doute de liberté aussi de créer des patterns qui étaient très... Les Africains, ils n'ont pas du tout peur de la couleur, ils n'ont pas du tout... Voilà. Il y a une narration aussi dans les compositions des patterns africains, il y a des histoires qui se racontent. Il y a plein d'histoires qui se racontent. Moi, j'ai plutôt essayé de travailler sur des choses plus abstraites, mais c'est sûr qu'il y a quand même... disons, j'ai pas eu peur de faire des trucs qui étaient un peu forts, quoi, voilà. Et ça, je pense que ça venait de l'Afrique, qui a été... Oui, les choses que j'ai vues là-bas, c'était très important, évidemment, pour moi. Mais en même temps, j'ai aussi... Je pense que c'est évident aussi dans mon travail, que j'ai aussi quand même très tôt essayé aussi de faire quelque chose qui était en relation avec le monde moderne, avec mon monde moderne de mon époque, avec l'Europe, en Italie, j'ai eu le désir de penser aussi à la modernité de ma propre culture et pas seulement de la rejeter comme ça avait été le cas quand j'étais en Afrique. Donc voilà, j'ai fait aussi des tapis, des foulards. J'ai travaillé parfois aussi, j'ai fait des collaborations avec des choses pour la mode, parce que d'abord les tissus que je vendais, c'était des tissus que je vendais pour des gens qui après travaillaient pour la mode. Et d'ailleurs, quand vous m'avez appelé à propos de Léon Bakst, un des premiers dessins que j'ai vendu à la personne avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps après, qui avait un atelier de dessin à Milan et une fabrique de tissus, il m'avait demandé de faire une collection de dessins inspirés par Léon Bakst pour Emmanuel Ungaro. Et ça a été parmi les premières choses que parmi mes premiers dessins qui ont été imprimés, c'était juste avant les choses de Memphis. Et donc c'était amusant que... Oui, je me rappelle dans le mail où vous disiez que vous aviez regardé Bakst dans les années 80, ça vous avait nourri, comme pas mal d'autres artistes. Comme pas mal de... Voilà. Donc les influences sont toujours multiples, bien évidemment. Sûr. Parce que dans mon cas, il y avait l'Afrique, évidemment, il y avait Léon Bakst, il y avait tous les gens que je rencontrais à Milan dans ces années-là et qui avaient eux-mêmes un tas d'expériences intéressantes et de choses que je voyais avec grande curiosité. Et puis la musique, enfin bref, tout ce qui fait le monde, quoi. Et puis, donc, de faire toutes ces choses-là, ça m'a donné aussi envie, évidemment, de commencer à construire des choses en 3 dimensions. Donc ça, ce sont quelques pièces que j'avais faites pour Memphis. Une chaise longue, un fauteuil, et puis voilà, encore un tissu. Et puis en 86, 87, en fait, j'en ai eu un petit peu
assez du design. J'étais un peu fatiguée, disons, de toute la renommée aussi que Memphis avait reçue. Et je me sentais un peu trop... un peu enfermée, disons, dans ce personnage que j'avais moyennement envie de continuer à incarner. Et je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie, moi, c'est, comme je ne suis pas de toute manière un designer, puisque je n'ai rien étudié du tout, ni design, ni rien du tout, ce que j'ai envie, en fait, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus personnel, de tenter une aventure de peinture. Et donc, j'ai commencé à faire de la peinture en 87, disons, plus régulièrement. D'abord, je faisais le matin le design, l'après-midi la peinture, et puis en fait, très tôt, je me suis rendu compte que je devais choisir. Je ne pouvais pas garder comme ça 2 fiancés. Il fallait que j'en choisisse un, et j'ai choisi la peinture, donc j'ai complètement arrêté le design, et j'ai commencé à peindre et à raconter aussi des choses que je ne pouvais pas vraiment raconter avec la peinture, avec le design. Donc c'était des choses plus narratives, etc. Mais quand même assez tôt, c'est-à-dire après genre 2 ans, mes thèmes, ça a été quand même les objets et la nature morte. Et donc j'ai peint des objets. Alors là, ça c'est un tableau qui représente donc des objets, mais il y a aussi une maison, il y a aussi quand même une espèce de narration, il y a encore une surface décorée pour la nappe. Mais enfin, il y a déjà des éléments qui sont quand même, qui seront les éléments de ma peinture. Et ça, ce sont des objets que j'ai représentés souvent et que là, j'ai peint donc pour les transformant et en faisant d'autres choses pour que ça soit des modèles plus intéressants que juste des bouteilles de shampoing ou d'eau minérale ou de trucs comme ça. Voilà, ça c'est une autre peinture encore, de la même époque que l'autre, avec aussi encore des surfaces décorées, encore aussi un mélange entre des choses réelles, ma main qui tient le verre, le vase chinois, le plat avec les clémentines, et puis des éléments qui sont de décor, mais qui déjà commencent aussi à sortir, par exemple la bouteille, le vase chinois qui est derrière un des rochers qui fait partie de la toile murale, et puis une espèce de renversement aussi de l'espace qui n'est pas encore réaliste, mais qui le deviendra. Voilà. Alors là, c'est quand j'ai changé d'atelier, j'ai quitté le petit atelier où j'avais travaillé pendant plusieurs années, et j'ai pris le grand atelier que vous avez vu dans le film, où il y a beaucoup de lumière. Et donc là, j'ai commencé à travailler en agrandissant beaucoup les objets. Ça, c'est un tableau qui mesure 1,50 m par 1,50 m. Donc les objets sont très agrandis. Ma main aussi. Et donc de rentrer dans les détails, et puis de me rendre compte aussi, comme c'était intéressant, quand on travaillait très grand, de ne plus rendre les choses d'une manière impressionniste, mais de trouver des manières picturales de rendre la réalité, parce qu'en fait c'est quand même ça qui m'intéressait. Voilà, alors ça c'est encore une peinture juste un tout petit peu avant, mais où déjà les choses sont plus réalistes de plus en plus réalistes, disons. Voilà, ça c'est une autre des peintures du début du grand atelier, donc les choses sont très grandes et les objets c'est davantage les relations entre les objets que des objets mis en scène dans un cadre exotique, disons. Donc là il y a un petit plateau chinois, une brosse à ongles, une tasse, une pince à linge. Et ça c'est grand aussi, ça fait 1,5 m de hauteur. Et puis les objets quotidiens, les choses qu'il y a à l'atelier, donc casserole, parce que je mange aussi à l'atelier. Donc il y a des choses de cuisine aussi. Et puis quand même au bout d'un moment aussi, je me suis dit, d'ailleurs la photo avec le plateau et les trucs peints, j'aurais dû vous la montrer maintenant en fait, pas avant. Je me suis trompée. J'ai commencé à modifier certains objets.
et à les peindre donc d'une manière différente et à construire d'autres objets à partir des choses que j'avais. Et puis ça a beaucoup influencé ce que j'ai commencé à faire en 2001-2002. J'ai été appelée au CRAFT à Limoges, qui est le centre de recherche des arts du feu et de la terre, qui était à l'époque dirigé par un garçon formidable qui s'appelait Nestor Percal, qui invitait des artistes et des designers à faire des projets au sein d'une structure avec des techniciens de la porcelaine et qui leur permettait de faire des projets. Et moi, avec ce projet-là, que j'ai commencé en 2001, j'ai fait un projet de nature morte et qui m'a fait revenir aux 3 dimensions. Parce que là, tout d'un coup, j'ai de nouveau fait des choses autour desquelles on tournait et qui existaient à part entière comme objet tridimensionnel et pas seulement comme modèle. Tu avais laissé complètement de côté toute cette partie-là, cette période-là, la pratique de l'objet, quel qu'il soit. Totalement. Donc là aussi, c'était des choses, en fait, quand je suis allée au supermarché, j'ai acheté des bouteilles, j'ai commencé à faire des montages comme ça avec des morceaux de carton qu'il y avait. Et puis on a pris aussi des morceaux de matériaux réfractaires comme il y a sur les grands tubes et les trucs très droits, parce que je voulais aussi des éléments qui étaient très, très géométriques. Oui. Et ouais, ça a été une expérience vraiment importante pour moi. Et j'ai fait comme ça 20 natures mortes différentes qui étaient colorées aussi. Et donc tout ça, c'était en porcelaine. Et c'était après collé sur des vases en bois. Donc c'est pas du tout des céramiques, mais c'est des constructions avec des objets en porcelaine. Parce que les trucs en porcelaine sont collés sur le bois, ce qui est totalement anti-céramique comme idée. Et ça constitue un tournant dans ta pratique aussi picturale, ou est-ce que c'est oui, à ce moment-là que tu commences à réintégrer l'objet dans la peinture et qu'on passe en 3 dimensions pour la peinture? Ça a constitué un changement parce que d'une certaine manière, c'est devenu beaucoup plus abstrait. Parce qu'à partir, même si c'était des vraies bouteilles, la manière dont je les ai mises ensemble et composées, ça en faisait des choses qui n'étaient plus du tout des bouteilles, mais qui étaient des autres choses. Et ça a été, d'un point de vue mental, disons, ça a été un gros changement. Et puis aussi le fait de faire des choses qui étaient de nouveau conçues comme des objets, comme des constructions. Donc c'était plus seulement des modèles pour la peinture, mais c'était aussi des constructions tridimensionnelles, des objets. Et voilà. Et donc ça, c'est une peinture qui représente certains de ces objets construits à partir de différents objets mis ensemble. Ça, c'est une autre des constructions de Limoges. Donc voilà, ce ne sont plus des choses réalistes, mais ça devient des constructions faites à partir, oui, d'objets réels, mais qui en même temps sont de moins en moins narratifs, disons. Et qui se mélangent là aussi avec d'autres types d'éléments. Dans ce cas, avec des morceaux de bois, avec des constructions en bois qui servent aussi de structure pour supporter ces objets. Alors ça, c'est une vue de la fenêtre de mon atelier. Comme vous voyez, c'est assez... c'est une grosse machine, quoi. Parce qu'en fait, les moteurs, moi j'adore ça. Les moteurs, c'est quelque chose... j'aime l'objet moteur qui est très complexe et sur lequel j'ai travaillé à un certain moment avec assiduité, parce que justement, après avoir fait des bouteilles, des morceaux de bois, des trucs comme ça, j'ai eu envie de faire quelque chose qui était très très complexe. Donc un garçon que je connaissais qui avait une moto, il m'a prêté sa moto que j'ai gardée à l'atelier pendant 2 mois.
Et j'ai fait donc des portraits de cette moto, mais là, il n'y en a pas. Mais après, quand il a dû reprendre sa moto, j'étais très triste et il m'a dit, ben, si tu veux, je te laisse un moteur, parce qu'il avait un moteur de rechange pour lequel il prenait des pièces détachées. Donc, il m'a laissé un moteur que j'ai eu à l'atelier pendant longtemps. Et j'ai fait plein de peintures qui représentaient ce moteur. Et pour moi, le moteur, c'est intéressant, l'objet en soi et sa complexité. Mais c'est aussi intéressant comme idée, parce qu'en fait, le moteur, c'est le mouvement. Le moteur, c'est aussi une certaine idée du cerveau, quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi d'un point de vue plus conceptuel, on dit. Voilà. On dit. Disons. Ouais. Mais c'est étonnant parce que quand on voit un peu le fil que tu es en train de retisser de ta pratique, même y compris dans le design, il y a une forme de contingence à chaque fois d'objets qui sont présents et qui deviennent un sujet, presque soit donc, par contingence du fait de la taille de l'atelier, et quand soudainement l'atelier devient plus grand, la peinture devient plus grande. Mais c'est presque le fruit du hasard, c'est-à-dire Je suis très influençable. La moto est là et elle devient un sujet, finalement le moteur devient un personnage dans ta pratique. Et puis une manière aussi de réfléchir à ce qu'il veut dire, alors que peut-être que je n'aurais pas pensé avant. C'est vraiment en le voyant que ça arrive. Voilà. Donc là aussi, en fait, c'est une espèce de moteur que j'ai dessiné. Ça, c'était j'ai été invitée, et ça a été une très très belle expérience. J'ai été invitée à Dublin à faire une résidence à la Royal Hibernian Academy. Et comme j'avais fait beaucoup de peinture dans toutes les années précédentes, tous les jours, peindre, je me suis dit, bon, ben, pendant cette résidence, je ne vais pas peindre, je vais faire que dessiner. Donc je suis partie avec des crayons et du papier. Et puis en fait, en même temps, même si je m'étais dit je vais essayer de faire quelque chose de complètement différent, ben, en vérité, c'était pas tellement différent que ça, parce que j'ai tout de suite cherché des bouts de bois, des machins, des rouleaux de papier hygiénique, des rouleaux de scotch. Et puis j'ai monté de nouveau des espèces de structures qui en fait quand même ressemblent pas mal à... C'est des espèces de moteurs faits à partir de choses que j'avais trouvées là. Et ça a été aussi une expérience vachement très intéressante à Dublin, d'être comme ça pendant 2 mois et demi, loin de l'atelier, et à faire des choses, à dessiner. Ça a été vraiment bien. Voilà, et puis le travail continue. Ça, c'est pendant l'été, je vais en général dans le sud de l'Italie. Et là, je peins pas, mais il y a un menuisier pas très loin. Et donc, en général, je fais des constructions quand je suis là-bas. Et ça, c'était un été où j'ai fait comme ça des espèces c'est dans des boîtes, c'est des espèces de petits théâtres, des teatrini, chiamo. Et ça aussi, en fait, c'est aussi une préfiguration des installations qui aussi, évidemment, se passent. Genre, par exemple, ça c'est une exposition que j'ai faite dans une usine désaffectée à Milan qui s'appelait Assabuan. Et là, j'avais déjà fait la cabine avant pour faire d'autres choses, mais bon, là, j'ai repris cette cabine et puis je l'ai transformée en une espèce d'instrument d'exposition, en fait. Et parce que à l'intérieur, il y avait toutes des constructions en bois qui sortaient des murs, qui étaient peintes tout le temps plus ou moins en blanc. Et puis à l'extérieur, j'avais installé des peintures et des constructions tridimensionnelles. Et là, je me suis rendu compte, en fait, en voyant ce truc-là fini, je me suis dit, ben, en fait, ça, c'est pas seulement un instrument d'exposition, mais ça devient une espèce d'œuvre en soi qui met ensemble tout ça. Donc, de nouveau, l'idée du moteur, en fait, qui revient là, enfin, qui se concrétise d'une certaine façon. Bon, ça, c'est l'intérieur d'une cabine successive, parce qu'en fait, ces cabines en bois, elles ont été... La première, je l'ai faite en 2000, et je continue à les modifier constamment, parce que comme personne ne les achète, en vérité, je continue à les repeindre et à les installer de manière différente. Donc ça, c'était l'intérieur d'une d'elles, aussi, donc, qui est installée de manière complètement abstraite. Mais enfin, quand même, qui fait un peu maison.
On est dans la série des maisons, là. Je rebondis sur celle qui est là-haut, parce que finalement, c'est vrai qu'il faut les mettre dans leur. Ouais, non, mais ça, c'est pas. Alors, c'est pas exactement non, ça. Voilà, non, c'est ça. là, Est-ce que tu très peux précédent. nous distinguer Là, les différentes typologies de petites maisons, cabanes, cabines? Alors, par exemple, ça, c'était une cabine qui était uniquement faite avec des morceaux tridimensionnels. D'accord. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'accord. Alors que la cabine qu'il y a en haut, c'est que de la peinture. Donc c'est encore un autre pas. Mais alors donc tous ces objets que je construis en bois, qui sont de plus en plus des espèces d'œuvres à part entière en fait, et qui sont les modèles de mes peintures, parce qu'en fait je ne m'en sers pas encore, je ne les expose pas encore en tant que tels, mais ils sont tout le temps aussi détruits, refaits, machin, et ce sont seulement des modèles de peinture. Donc en fait les tableaux qui résultent de ces peintures, enfin de ces constructions, ce sont des tableaux qui pourraient sembler abstraits parce que ça ne représente rien de reconnaissable, mais en même temps ce sont des peintures complètement réalistes. Alors voilà, ça a des bouts de bois et autres trucs mis ensemble. Oui, ce sont des espèces de paysages faits avec des éléments abstraits. Ça c'est un grand tableau, ça fait 1,5 mètre aussi par 1,5 mètre. Ça c'est une de ces constructions en bois, et ça aussi parce que tout ça c'était aussi très intéressant de travailler sur tout ça avec les ombres, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, l'ombre et la chose tridimensionnelle ont le même poids sur la peinture, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant aussi d'un point de vue de pensée. Et voilà, ça c'est un tableau que moi personnellement j'aime bien. Je rebondis juste sur la notion de collection aussi de construction, parce que donc on a intitulé un peu trivialement cette discussion The Collection of Constructions, parce que c'était le titre du portfolio que j'avais réalisé pour cette revue, dans lequel on retrouve cette œuvre-là dans ce portfolio-là, de la revue que ça intitule Initial, qui prend les initiales de l'artiste dont il est question à chacune de ses issues. Et nous, ça faisait écho aussi évidemment à notre construction de collection, qui est le même mot, mais pas mis dans le même sens. Donc on ne fait pas la même chose, mais ce qui était intéressant aussi, c'était donc cette notion de collection. C'est-à-dire qu'effectivement, tu collectionnes tous ces objets-là, tu les gardes comme tu les récupères en vacances chez ton menuisier, et ensuite ça devient les personnages de tes théâtrines que tu recomposes à chaque fois, et qui font l'objet de ces peintures-là. Donc vraiment l'atelier et le lieu de cette collection-là que tu réagences et tu réagences et qui se fonction construit des constructions. et qui se change continuellement C'est aussi. ça. Ouais. On a quitté les cabanes ou pas? On va y revenir. On va y revenir. Alors là, crash. À un certain moment, je ne vends pas tellement de tableaux, plutôt très peu même pendant toute cette période-là, parce que même si j'ai travaillé pendant 20 ans avec un marchand en Chine avec lequel j'ai très bien travaillé, en 2008-2009, la collaboration s'arrête parce qu'il arrête de travailler. Et du coup, comme il y a la crise en Europe, je ne travaille plus avec lui qui me faisait gagner mon pain quotidien. Je n'ai pas vraiment construit de rapport dans le monde de l'art, pas du tout même, à part quelques petites expositions à droite à gauche, qui de toute manière, les galeries avec lesquelles j'ai travaillé vont très mal parce qu'à cause de la crise, etc. Donc moi je continue à peindre comme une damnée, mais les trucs s'accumulent, et au bout d'un moment je me dis c'est trop, changeons de braquet. Changeons, crash. Et je commence, au lieu de faire des modèles qui m'encombraient tout l'atelier, je commence à faire directement des trucs sans modèle. Sans modèle, mais des gros objets quand même. Voilà, ça c'est des gros objets. Et c'est amusant parce que en vérité c'est quelque chose, vu que je venais du monde du design, j'aurais pu y penser avant. Mais non, ça m'est venu après. Nouvelle contingence. Après très loin, après beaucoup d'années, d'autres où je me disais j'ai besoin du modèle, je peux rien faire sans le modèle. Voilà. Et bon après, alors ça c'était une petite série que j'ai faite qui était très amusante parce qu'en fait je mettais en relation des faux objets tridimensionnels avec des vrais objets tridimensionnels. Et ça, c'est des photos qu'a fait un de mes amis. Et j'aime beaucoup ces photos parce que là, de nouveau, l'ombre
l'objet et le faux objet ont tous le même statut. Certaines de ces œuvres, qui sont toujours des couples comme ça, entre une peinture sur papier à l'huile découpée et une petite pièce tridimensionnelle, sur certaines de ces couples, on n'arrive pas bien à comprendre lequel est... Enfin, après on comprend vite, mais au premier abord, on se demande lequel est en vérité un objet tridimensionnel. Bon, alors ça, c'est des constructions, parce que j'ai aussi eu toute une période où j'ai bien aimé travailler avec des grids, comment on dit ça? Des grilles. Des grilles, voilà, en bois. Ah. Inopinément. Inopinément. Aperçu nous quitte. Et nous ignorons. Ignorons. On était où? Non, avant. Voilà. Ah. Parce qu'il est fatigué. Hein. Pourquoi il fait ça? Je sais pas, il me parle pas toujours, il m'explique pas tout ce qu'il fait. Ça l'énerve. Je sais pas. Je l'énerve. Non, normalement il est gentil. C'est peut-être toi qui l'énerve. Tu crois? Même plus. Ah, il est un peu lent, mais il est là. J'ai juste envie de ça. C'est bon? Ouais. Voilà. Alors ça, c'est l'atelier avec des constructions qui continuent et qui de plus en plus existent à part entière et qui aussi commencent à être exposées avec plus seulement des formes découpées, mais aussi des tableaux. Voilà, ça, c'est des tableaux donc, qui même s'ils n'ont plus de modèle, il y a encore cette idée quand même du paysage ou de la nature morte, enfin du plan sur lequel il y a des espèces de trucs qui sont posés. Et voilà, il faut toujours un moment pour sortir aussi de ces vieilles habitudes. Et voilà, ça aussi c'est pareil, ce sont encore un peu des natures mortes en vérité. Mais les couleurs sont plus du tout réalistes, il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de lumière. J'ai atterri sur une autre planète. Alors ça, c'est j'ai mis ça comme ça pour faire comprendre qu'on changeait de chapitre. En vérité, ça, c'est un dessin qui date des années 90. En 96, j'ai fait un voyage en Sicile. Et j'ai adoré ces paysages, j'ai adoré découvrir les ruines au milieu de la nature du sud. Et voilà, et ça m'a occasionné à mon retour de faire toute une série de grands dessins à l'encre. Des trucs, c'est assez grand, ça fait 1 mètre de hauteur et celui-là il fait 2 mètres de longueur. Donc c'est des grands trucs. Et voilà, et là il y a même un aéroplane. Et là, là aussi, c'est quand même l'installation des volumes dans le paysage. Donc, il y a quand même toujours cet intérêt pour l'installation des choses entre elles. Enfin, là, je parle comme si je parlais d'une autre personne, mais en fait, c'est toujours moi. Nathalie Dupasquier est un autre. C'est ma sœur jumelle. C'est celle-là. Celle qui est née à Casablanca, voilà. Qui mange des endives, c'est ça? Bravo! Comment tu le sais? Ah, je me renseigne. Oui, bah, on est obligé de travailler, pareil ici maintenant. Voilà, bon, non, ça, disons que ça, c'est des peintures, voilà, ça continue. Ça, c'est l'atelier avec voilà, des constructions. Là, il y a certaines des constructions qu'il y a eu aussi à l'exposition à Vienne. Et là, les constructions deviennent monochromes. Le travail est quand même en train de changer. Je suis effectivement arrivée sur une autre planète. Et d'une certaine manière, je suis revenue un petit peu, sans doute, mais d'une manière de peintre, à des choses qui avaient à voir avec le design. C'est la réconciliation des deux. Mais donc quand est-ce que tu... Parce que ça me taraude toujours un peu, je n'ai pas regardé j'ai pas si bien travaillé que ça finalement.
une période de pratique intense de la peinture, avec en plus un rythme qui t'est propre et Moi, je suis une grande travailleuse. L'atelier de 8h du matin à 8h du soir, 9h du le matin. rapport avec 9h du matin, 8h du soir, 8h du soir, pardon. Tu manges à l'atelier, tout ça, on sait. Mais donc ce rapport avec ce marchand chinois. Et donc, et aucune pratique du design de quand à quand, pendant quoi, 10, En fait, 15 ans la pratique du design a recommencé par chance à la fin des années 2008. Au milieu des années 2000, ouais. Ah ouais, 2008-2009, quand tout s'arrête totalement, je ne vends plus un tableau, le chinois a disparu à l'horizon et je suis quand même un peu ennuyée de plus du tout gagner d'argent, parce qu'il faut quand même que je paye le loyer de ce magnifique atelier. Une grande chance m'arrive, parce qu'en 2006, Miu Miu a copié tous mes tissus, tous mes dessins de Memphis pour faire sa collection. Et du coup, comme c'est quand même elle une super trendsetter, tous mes trucs redeviennent à la mode tout d'un coup. Et donc, il y a quelques personnes qui m'appellent pour dessiner des trucs. Donc heureusement... dont American Apparel, c'est American Apparel qui dont American Apparel, mais ça c'était en 2012 ou un truc comme ça. Ouais. Mais surtout, enfin bref, le truc des années 80 redevient un peu à la mode. Ouais. Toutes ces choses qui étaient un peu oubliées redeviennent un peu à la mode. Moi, il y a suffisamment de temps qui est passé pour que je sois moins effrayée aussi de me réassocier complètement avec tout ce truc qui avait eu tellement de succès, alors que comme peintre, zéro. Voilà, donc tout se passe très bien en fait, c'est une très belle coïncidence, disons, parce que c'est en fait à travers ces collaborations de mode un peu comme ça que je considérais un peu que de nouveau mon travail est regardé par toute une autre génération de gens, et donc et ça marche mieux, voilà, une bonne chose. Bien sûr. Voilà, ça c'est les années 80. Et donc, voilà, ça, ce sont des choses, en fait, que je continue totalement à revendiquer, c'est-à-dire construire une ambiance. Je trouve que ça, c'est quelque chose... moi, je pense que l'art a beaucoup à voir avec ça. Moi, ça m'intéresse tout à fait de mettre ensemble des choses tridimensionnelles et bidimensionnelles. Ça m'intéresse de travailler sur des espaces harmonieux, sur des choses où on se sent bien. C'est une idée, comme je le disais ce matin, un petit peu old-fashioned, mais bon, ça continue comme ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Et ça, c'est la cabine qui est en haut. Alors ça, c'est une chose qui est tout à fait récente, que j'ai faite à l'occasion d'une foire qu'il y a eu à Turin au mois de novembre, qui s'appelait Back to the Future, où on m'avait demandé de présenter des choses des années 80. Parce que voilà, les années 80 sont tellement à la mode que parfois il y a des gens qui ont envie que de ça. Et alors, moi, j'avais pas tellement envie de nouveau de me représenter avec toutes ces choses des années 80. Donc je dis oui, d'accord, je participe. Et puis en fait, j'ai fait une grosse boîte totalement moderne, parce que ça, c'est ce que j'ai fait maintenant. Et à l'intérieur, qu'on ne voyait pas de l'extérieur, j'avais mis tous les dessins des années 80. Donc en fait, ça conciliait les deux. Et ça a été une très bonne occasion pour moi, parce que d'abord, la cabine était plus grande que les autres cabines que j'avais faites. Et ça a été l'occasion de peindre un gros objet. Et ça, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc là aussi, comme tu dis, la contingence. Donc c'est fuori oggi, dentro ieri. Esatto. Les dessins d'hier dedans, mais alors nous on présente que aujourd'hui. Tu nous expliques ça rapidement. Donc quel est le protocole s'il y en a pas, s'il y en a un ou il y en a pas? Pour habiter ce truc, ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Non, mais ça c'était un truc, les vieux dessins dedans, c'était un truc qui était lié à la foire de Turin. Mais bon, moi, en vérité, ce qui m'intéressait, c'était l'extérieur, c'était la coquille. C'était ce qu'il y a ici. Donc on peut y mettre ce qu'on veut, un matelas pour dormir, une table pour manger, 2 chaises pour boire un apéritif avec un copain. Là, ça nous intéresse. Ça. Tout ce qu'on veut. On peut une collection de coquillages, des photographies des vacances, ce qu'on veut. D'accord. Tu notes, Christian? Une collection de quelque chose. Ok. De petits trucs. On t'envoie des propositions, quoi. Ouais, une collection d'os de poulet, par exemple. Ok. Il va falloir qu'on se mette au KFC. Mais...
Il y a d'autres cabanes encore après ou pas? Dans les photos là? Moi je suis fan des cabanes. Non, mais Dans la réalité, il y en a eu, dans la réalité, il y en aura d'autres en fait, parce que c'est un truc que j'aime bien et qui a changé, enfin pour moi, c'est la cabine, elle a changé de statut parce que maintenant c'est devenu un gros objet peint. Donc maintenant il y a des autres choses que j'ai en train, il y a des gros murs mais épais, donc qui sont aussi de nouveau comme des volumes. Ouais. Mais qui n'ont pas le truc de nouveau un peu anecdotique de la chambre, mais c'est juste des gros volumes. Parce qu'en fait, et là, il y a les deux trucs qui se mettent ensemble, de la peinture et de nouveau de l'objet. Et c'est parce que je parle de cette question-là parce que je voudrais qu'on parle de l'expo à Vienne, à la Kunsthalle de Vienne. Dans laquelle, là, effectivement, il y a des images ou pas? Non, on n'a pas. Finalement, il y a peu de vues d'exposition, mais c'est très bien, c'est marrant parce que c'est vraiment la pratique de l'atelier que vous voyez là. Oui. Si vous voulez voir des vues d'exposition, vous allez sur Internet, vous les verrez, vous les trouverez. Bravo. Il y a un très beau catalogue. Nous n'avons pas la consultation ici, je tiens à vous le signaler, de l'exposition de la Kunsthalle de Vienne qu'on a découvert l'un et l'autre il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans? Presque 2 ans, pas encore. Pas encore 2 ans. C'était à l'été 2016. Ouais. Et c'était une très belle exposition qui était ta première, première exposition première exposition dans un musée aussi. Et tu avais construit une série de comment on dit, de cabines, de cabanes, de chambres, stanze, dans lesquelles il y avait à chaque fois des espèces de thèmes en fait. C'est ça, des peintures, des objets, mais dessins, aussi des tapis, des canapés. C'est là où on avait proposé cette histoire du canapé. Ouais. Et c'était important de voir, je trouve, l'articulation et la réconciliation peut-être de ta pratique objet et picturale, c'est que tout était sur le même plan, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois tes tapis, mais des canapés que tu avais pu recouvrir avec des tissus faits récemment ou plus anciens, des bancs, des peintures, et tout était au même niveau, il n'y avait pas de rapport. Non, pas de hiérarchie. Ouais. Et ça, c'est quelque chose effectivement où je suis arrivée grâce à cette exposition. C'est vrai. Mais ça sentait. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à re-englober tout ça et à plus, je veux dire ça, ça peut être aussi considéré comme une espèce, voilà, exactement. Mais oui, l'expo de Vienne, c'était des pièces différentes. Ouais, ça c'était bien. Mais bon, allez sur Internet. Pas de photos. Une autre photo de l'atelier avec des peintures, ça c'est il n'y a pas longtemps. Ça c'est aussi des peintures, ça fait partie d'une série de peintures que j'ai faites l'année dernière, où j'ai mis ensemble, alors là carrément attachées ensemble, des choses tridimensionnelles mais qui sont quand même assez plates, avec des peintures. Et là, j'ai fait plusieurs choses comme ça. Et puis, j'ai beaucoup dessiné aussi tous ces derniers temps. Et voilà. Donc là, je suis quand même dans une abstraction qui est plus abstraite qu'avant. Les navettes spatiales, par exemple. Là aussi, une autre peinture avec un élément tridimensionnel. Ça, ce sont des pièces que j'ai faites pour une exposition que j'ai faite dans une petite Kunsthalle qui est à Lisbonne, qui est gérée par 2 garçons très sympas. Et comme Lisbonne c'était loin, je me suis dit que j'allais faire des œuvres en valise en fait. Donc j'ai fait 3 grosses valises qui sont comme des petites, comme chacune une petite exposition. Donc où sont mélangés le truc qui est au centre. En fait, c'est une peinture et puis il y a aussi des éléments en bois qui sont dessus, puis il y a les petites étagères où il y a d'autres choses tridimensionnelles. Et puis le fait que ça s'ouvre, que ça se ferme. Et celui-là aussi. Et là aussi, ça c'est quelque chose qui était né aussi pour cette exposition. Et parce que Lisbonne, pour moi, ça représentait aussi une idée de voyage loin. D'où la valise. Et alors qu'à l'inverse, pour une autre exposition à Genève, je crois, pour des raisons de douane. Ah oui, alors là, j'avais envoyé que des bouts de bois mal fichus.
et où j'avais décidé de tout monter à Genève avec les étudiants, parce que c'était une exposition qui avait lieu dans une école. À la Aide ou à l'École? Non, à la Aide. À la Aide, à Genève, oui. Ah oui, c'est Lausanne. Et avec un garçon très sympa qui s'appelle Pierre Le Guillon, qui est un artiste très intéressant, qui travaille sur l'appropriation, etc. Mais c'est lui qui m'a fait rencontrer Claire Moulin. Ah oui, mais qui enseigne, à la Aide. Et je sais pas s'il enseignait pas à Lyon aussi, mais non. Non, je crois très bien, pas. Il enseigne à la Aide. Il enseigne à la Aide et il m'avait proposé de faire une expo. Et alors j'ai dit oui, d'accord, mais moi, tous les problèmes de papier, de douane entre je pense que pour la France aussi c'est pareil, mais la Suisse c'est très compliqué de faire entrer des trucs, il faut faire 1000 documents. Moi je suis nulle à faire tout ça, je déteste m'occuper de tout ça. Donc j'avais dit, ben écoute, ce qu'on va faire, je vais penser tout le truc à l'atelier, je vais bien y penser, puis on va tout démonter. On va tout mettre dans un camion comme si c'était vraiment un truc dégueulasse. Et quand on va arriver à Genève, avec les étudiants, zig, 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 on va tout remonter et le repeindre. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était bien. Enfin, c'était bien, c'était rigolo, quoi. C'était une bonne occasion pour faire travailler les étudiants, qui, comme ça, ils apprenaient à peindre des morceaux de bois. Très utile. Le bon workshop, bien old school, bien comme il faut. Bien utile. C'est parfait. Où je leur disais ce qu'il fallait peindre et de quelle couleur. Comme ça, pas de ratio. D'accord. Ça, c'est aussi une de ces peintures de l'année dernière où il y avait des éléments tridimensionnels attachés aux peintures. Nathalie, ici, on voit un certain... Bon, après. Ah non, vas-y. Vas-y. Sujet, verbe. Non, mais là, j'ai changé d'image, donc je ne peux plus faire Ah, mais je peux retourner en arrière. D'accord. Non, parce qu'aujourd'hui, on parlait d'un grand peintre espagnol, donc que moi, je disais à Nathalie que je vois dans ce tableau un encadrement toujours très similaire, très écho, effectivement, à ce peintre, qui est Sánchez Cotán, les natures mortes. Ouais. Moi, je suis une grande admiratrice de Sánchez Cotán. C'est un peintre que j'aime énormément parce que là, toute la peinture de nature morte m'intéresse beaucoup, et en particulier la peinture du siècle d'or espagnol. Mais je pense que Sánchez Cotán, c'est plus lié peut-être à des choses un peu précédentes et pas tant que ça à cette période-là. C'est intéressant parce que comme eux, ils les appelaient bodegones. Si. Parce que c'était la ligne, c'était les bodegones, ça c'est intéressant parce que c'était quand même un travail de fiction, de travail quand même aussi. Si, c'est vrai. Oui, oui. Et lui, c'est un peintre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peintre merveilleux qui met en scène des légumes, ou des morceaux de fromage, à l'intérieur d'un cadre en pierre très métaphysique, et il installe ces éléments qu'il veut peindre, mais pas du tout d'une manière réaliste en les posant sur le bord par exemple, mais il les accroche à des hauteurs différentes, il en fait, et il construit à l'intérieur de ce cadre en pierre une composition qui est, c'est magnifique. Je vous conseille. Merci d'avoir rappelé ça. Il faut que je montre que je suis un peu cultivé. Bon, enfin là, ça continue, n'est-ce pas, des trucs, voilà, avec mettre ensemble des choses tridimensionnelles avec des peintures. Bon, là, c'était toute une série de choses que j'avais fait avec ces espèces de dessins tridimensionnels, en fait, où j'avais mis ensemble tous ces petits morceaux de bois. J'ai acheté, c'était l'année dernière, un compresseur pour pouvoir coller. Non, assembler. Parce que coller, ça se cassait tout le temps. J'ai toujours tout collé et en fait, tout se casse tout le temps. Alors, c'est très pénible. Après, les gens s'énervent. Il faut retrouver les bonnes couleurs quand on recolle. Donc, j'ai décidé de passer au monochrome et d'acheter un compresseur pour agrafer les pièces entre elles. Comme ça ne tombe pas. Même si ça tombe par terre, c'est pas grave. D'accord. Et ça, c'est très récent. C'est des peintures de maintenant. Fraîche. Toute fraîche. Voilà. Et ça, oui, là, effectivement, maintenant que je les vois après les autres, c'est très construit, là. Hein. Oui, hein.
c'est presque du béton. Ouais, on en connaît un là-haut qui a vu la chose de près aussi pendant quelques années. Et merci pour cette promenade, Nathalie du Pasquier. Si vous avez... Ouais. Non, oui. Merci à vous pour votre présence et pour votre hospitalité dans ce super endroit. Bienvenue, re-bienvenue quand vous voulez. Sous-casa, también. Si vous avez des questions, et c'est le moment, je vous invite à le faire, parce que c'est le but aussi de ces rencontres-là, c'est de se parler un peu entre nous, puisqu'on n'est pas 300.